Bonjour et bienvenue sur le plateau du Grand Oral. Nous recevons aujourd'hui Areski Dahmani, qui est le professeur, chercheur à l'université Paris 13, mais surtout secrétaire général de la MUM, l'Union pour... Non, surtout pas. La maison de l'Union. La maison de l'Union méditerranéenne. Et vous savez pourquoi j'ai fait cette confusion ? Parce que je reviens quelques années en arrière avec ce fameux projet de Nicolas Sarkozy, et je voulais tout de suite voir quel lien il y avait. Bonjour, merci de me recevoir, surtout que je m'adresse à toute la communauté des DOM, qui sont mes amis, et aussi nous faisons beaucoup de choses. Donc rapidement, il n'y a aucun rapport. Et vous alliez dire surtout pas de rapport. Oui, surtout pas de rapport. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même ambition, c'est pas le... L'idée première du président, de l'ex-président Sarkozy était bonne. Son discours à la Concorde, c'était parfait. Il parlait de l'Union méditerranéenne. Puis très vite, il s'est fait taper sur les doigts par les Allemands et consorts. Justement, ils avaient peur que ça se décroche vers le sud. Et donc, ils ont trouvé un machin qu'ils ont appelé l'UPM. Et puis ça a explosé, ça n'existe plus, il reste juste son nom. Et nous, on n'est pas là, on n'est pas dans le bricolage, on n'est pas dans ces trucs en permanence de monter des machins. On veut un vrai projet de société. Vous n'êtes pas dans le bricolage politique et politicien, c'est ça ? Ni politique, ni politicien, ni je dirais médiatique. Je suis, comme parce que j'ai une histoire aussi, hein, comme vous avez évoqué, je suis un enseignant, je suis un chercheur à l'université de Paris 13. Ma passion, je suis à côté de chez vous, je suis à Épidéville-Tanneuse, qui est juste à côté. Ma passion, c'est de construire, c'est de bâtir quelque part un rêve d'une société juste, équilibrée, où je dirais la responsabilité et l'initiative privée priment sur tout le reste. Depuis ma naissance, je me suis toujours méfié des partis politiques et de l'État, ou des États en général. Pourtant, vous les avez bien côtoyés. Je les ai côtoyés en tant qu'interlocuteur, parce que je ne vais pas discuter avec des singes, je ne vais pas discuter avec des éléphants. Ils sont là, ils sont élus par le peuple, donc il faut respecter le suffrage universel. J'ai respecté. Donc, je reviens quand même à ma question. Maison de l'Union méditerranéenne, MUM ou la MUM, et l'UPM n'a rien à voir. L'UPM, le truc de Sarkozy, appelons-le comme ça, c'est un machin qui a été bricolé très vite pour, on aurait pu appeler tout simplement ça Barcelone 3, alors que nous sommes sur un vrai projet de société. Ce projet de société, il a pris ses racines dans notre première histoire, qui est l'histoire de France Plus, qui est le premier mouvement dans l'histoire politique de la France à avoir engagé un véritable mouvement des droits civiques, en France. Vous savez que tout grand projet de société est toujours issu, je dirais, d'un rêve, d'un être humain. On a tous rêvé de quelque chose, on a tous rêvé de changer le monde. Moi, dans ma vie, j'ai fait deux grands rêves. Le premier rêve, c'est quand je regardais cette marche de 1983 que tout le monde connaît, qui est une marche spontanée de jeunes contre les discriminations, contre le racisme, pour l'égalité. Et je me suis dit, est-ce qu'on va passer notre vie à marcher, ou au contraire, désormais aujourd'hui, il faut se dire, nous sommes citoyens français, et qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans cette France, qui est notre patrie aussi, bien évidemment. Donc vous appelez les citoyens pour ça ? Ah oui, bien évidemment. On a organisé, on s'est structuré autour des citoyens, et on a démarré en 1985 ce rêve-là, qui était aussi l'un des plus grands rêves de Martin Luther King. Nous avons démarré là-dessus, et de 85 à 98, nous avons gagné la bataille civique. La bataille civique était gagnée à travers la France, à travers notre mouvement France Plus. Cette école de France Plus a permis aujourd'hui, comme hier, à beaucoup d'élus, plus de 1000 élus sur l'ensemble des listes. On a cassé ce clivage de gauche-droite, parce qu'on a tout simplement permis à des jeunes issus d'immigration de toute couleur, de toute tendance, de toute religion confondue, pour qu'ils s'expriment en tant que citoyens, à l'image de la France. Nous sommes en France, vous avez toutes les sensibilités, gauche, droite, centre, extrême gauche, extrême droite. Chacun est libre de ce... Le plus important, c'est qu'il soit acteur de la société. Donc, une fois qu'on a gagné cette bataille civique... Là, on parle de la politique politicienne, hein, dans votre propos. Non, c'est pas de la politique politicienne, au contraire, parce que, si vous voulez, chacun a cherché des achetés. Comme on a essayé de récupérer la marche, comme on a essayé de récupérer, comme l'histoire des Noirs aux États-Unis,
comme ils ont été, les démocrates considéraient que c'était acquis, comme les séfarades ou autres en Israël, toutes ces minorités dans chaque pays, quand elles sont pauvres, elles ont tendance à aller naturellement vers des mouvements, vers des partis de gauche, et les partis de gauche, comme toute chose dans la vie, quand vous considérez quelque chose qui est acquis naturellement, vous ne faites rien pour eux. Les partis politiques donnent pour ceux qui sont contre vous, parce qu'avec un espoir de les acquérir, de les avoir un jour. Donc moi, c'était ça. Quand j'ai décidé de me lancer là-dessus, j'ai consacré un certain nombre d'années à examiner, à étudier comment les autres minorités ont mené ce combat. Et aujourd'hui, je reviens sur ce combat de la Méditerranée. Je ne l'ai pas fait comme ça du jour au lendemain. Une fois j'ai dit en 98, ça y est, le combat des droits civiques est acquis. Maintenant, c'est une affaire que les citoyens, que les associations doivent reprendre. Maintenant, il faut qu'on aille chercher, parce que c'est une victoire inachevée, la bataille, la victoire civique. Il fallait la compléter, il nous fallait la deuxième jambe. La deuxième jambe, c'est la bataille économique. C'est gagner l'intégration économique. Et c'est là où apparaît l'idée de la Méditerranée. Construire quelque chose autour de la Méditerranée, avec tous les enfants de la Méditerranée, des 27 pays du pourtour de la Méditerranée. C'est autour de ça, mais c'est pas un rêve, je dirais, irréaliste ou abstrait. C'est un rêve qui répond aux considérations d'aujourd'hui, face à la mondialisation, face à la globalisation. Lorsqu'on regarde la carte du monde aujourd'hui, au nord des États-Unis, au sud d'Amérique, partout, qu'est-ce qu'on a? C'est un phénomène de régionalisation des ensembles économiques. Voilà, et donc vous nous sortez de la Méditerranée, et puisque vous êtes sur une chaîne de l'outre-mer, vous lui faites faire des petites tentacules comme ça, à droite à gauche? Non, parce que pour moi, l'outre-mer est naturellement lié à l'Afrique. Ce sont les enfants de l'Afrique, ce sont les enfants de la Méditerranée, l'outre-mer. Donc ça va dans le sens de l'histoire? Toujours. Justement, un de nos combats, c'est de réécrire l'histoire. Remettre, comme vous venez de dire, l'histoire dans sa vraie dimension, dans sa vraie dynamique. Donc là-dessus, nous essayons de faire quoi? C'est de dire la vérité. Il y a deux combats à mener dans la vie. Le savoir et l'économie. Il n'y a pas d'autre. Tout le reste, c'est du folklore, pour moi. C'est tout. Vous voulez aujourd'hui donner une certaine dignité à un peuple, il faut lui permettre d'accéder à un savoir d'excellence, il faut lui permettre d'accéder... Parce que ce savoir d'excellence conduit naturellement à l'économie. Vous avez lu Césaire, vous avez lu Glissant. Je n'invente rien. Je n'invente rien, monsieur. Je suis propriétaire de rien. J'observe, comme je viens de vous dire, toujours j'observe les faits, je regarde tout ce qui est juste, j'essaie de le mettre sur les rails. Et donc ça, le mettre sur les rails, c'est passer par les partis politiques ou par des institutions, c'est un échec. La preuve, c'est que tout ce qu'on a essayé de faire en Méditerranée, ça a été un échec. Pourquoi? Parce que justement, on a essayé de faire de la politique. L'UPM, pourquoi? Le machin de Sarkozy, pourquoi il a échoué? Il a échoué tout simplement parce qu'on a essayé tout de suite de mettre de la politique en avant. Ça a été rejeté par l'Algérie, par le Maroc, par la Tunisie, par l'Égypte, par tout le monde. Et puis on a essayé de faire juste un petit coin de la Méditerranée. Nous, on ne veut pas de ça. Et pourquoi ils accepteraient plus le MUM aujourd'hui? Pourquoi ils accepteraient plus le projet de la MUM? Pour une raison très simple, parce que c'est un projet qui parle de la globalité de la Méditerranée. C'est une région, c'est l'ensemble économique de la Méditerranée. Mais simplement cette Méditerranée aujourd'hui, si on veut faire comme les États-Unis du Nord, comme l'Amérique du Sud, comme les Sud-Est asiatiques, s'organiser comme l'Europe, on a besoin d'un certain nombre de conditions, qu'elles se réunissent, qu'on puisse réunir ces conditions pour construire cette première zone de libre-échange de la Méditerranée. On pourrait parler des Nations Unies de la Méditerranée. C'est ça, c'est la Méditerranée des États-Unis. Oui. La Méditerranée des États-Unis, c'était mon dernier rêve, et j'espère, avant de mourir, voir cette idée prendre forme concrètement dans la réalité. Pour cela, il nous faut 3 conditions. La première condition, bien évidemment, c'est de régler le conflit israélo-palestinien. Sans solution à ce conflit israélo-palestinien, il n'y aura pas d'ensemble économique cohérent en Méditerranée. La deuxième condition, c'est de comprendre, c'est de faire comprendre aux Grecs, je suis en train de le faire déjà, aux Turcs, les gens l'ont déjà compris, aux Italiens, aux Espagnols, aux Français, que leur avenir n'est pas dans l'Europe du Nord, leur avenir est en Méditerranée. Vous êtes en train d'inverser les cartes, là. Je n'inverse pas les cartes, je suis en train de remettre les cartes à leur endroit naturel. L'avenir de la Grèce, l'essence de la Grèce, c'est la Méditerranée. L'Italie, c'est la Méditerranée. L'Espagne, c'est la Méditerranée. Etc. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente. Au contraire, c'est ceux qui sont passés par là, qui ont essayé de s'arroger un certain nombre de droits, de s'arroger une certaine vision de l'Europe, d'une certaine Europe.
Mais c'est une Europe que vous voyez très bien. Le projet est formidable, est fabuleux. Mais il bégaye, pourquoi? Parce que vous avez deux mondes qui s'affrontent, le monde du Nord et le monde du Sud. L'Europe du Nord et l'Europe du Sud. La finance vous dira, nous on ne veut pas de cette vision. Certes, pourquoi pas. Mais moi, la finance, je n'ai rien contre. La mondialisation, j'ai rien contre. La régionalisation, j'ai rien contre. Simplement, je vais me donner des armes pour me battre. Pour me battre, j'ai envie de construire la régionalisation, un ensemble cohérent au niveau de la Méditerranée pour qu'ils se battent. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme le constat d'aujourd'hui, la Méditerranée est un ensemble déchiré, est un ensemble de souffrances, est un ensemble de conflits. Tout le monde se retrouve là-dedans. L'Europe se retrouve, les conflits du Moyen-Orient se retrouvent, etc. Tout le monde a des intérêts là-dedans. Donc il faut se débarrasser de ça, que la société civile prenne en charge et qu'on donne la parole, puisque tous les échecs, quand on regarde, tous les échecs sont essentiellement parce qu'on a cherché à donner la primauté aux politiques. Oui, mais justement, que faites-vous de ces pouvoirs locaux qui sont jaloux de leurs prérogatives? On ne touche pas d'abord leurs prérogatives. Nous, ce qu'on essaie, en essayant d'utiliser les nouveaux moyens de technologie, tout ce qui est réseau, etc., pour construire un mouvement de société pour un projet sociétal. En nous basant essentiellement sur les citoyens de l'ensemble, dans un premier cercle, de tous ces pays autour du pourtour de la Méditerranée, puis dans un deuxième temps, bien sûr, de tous les amis, parce qu'aujourd'hui, autour de la mondialisation, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est naturellement qu'on essaye de mobiliser toutes les compétences, toutes les énergies positives pour essayer de construire, de bâtir ce rêve de la Méditerranée des États-Unis. Donc, c'est dans ce sens que nous essayons de prendre beaucoup d'initiatives pour encourager l'initiative privée, la dimension économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que vous essayez de faire quelque chose en donnant la parole à la politique, c'est un échec. Vous savez, je n'ai encore une fois là-dessus... Parce que mettre en avant ces initiatives privées, le projet sarkozien en parlait déjà. Oui, et on a vu ce que ça a donné. Oui, parce que dans son positionnement, il a fait l'erreur de donner la parole, de plaire déjà aux politiques. Et donc forcément, comme les conflits sont importants, quand vous dites... on va mettre le siège à Tunis, le secrétaire général est égyptien ou le truc est marocain, vous oubliez une pièce maîtresse dans le jeu qui est l'Algérie, qui ne s'entendent pas, etc. Donc c'est un échec total. Ensuite, vous allez dire, ah oui, je vais faire quoi? Je vais faire un bout de la Méditerranée, toute la Méditerranée, etc. Non. Nous, on n'a rien inventé, je vous disais tout à l'heure. La plus belle histoire de la Méditerranée, c'est l'époque des Phéniciens. L'époque des Phéniciens, c'est 5 siècles d'histoire pacifique, d'innovation, de richesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était pendant 5 siècles, on avait donné la parole au commerce, on avait donné la parole à l'économie. Personne n'a cherché à dominer l'autre. Or, aujourd'hui, nous parlons que d'influence, nous parlons que de pouvoir, de contrôle, etc. Donc, c'est ça l'échec. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, comme nous n'avons pas les compétences pour l'instant, d'aller au-delà, nous essayons de bâtir ce réseau entre des gens qui ont envie d'entreprendre. Donc, on s'adresse à des entrepreneurs réels d'aujourd'hui ou à des entrepreneurs potentiels qui peuvent le devenir demain autour du mer Méditerranée à travers un réseau. La preuve, l'engouement est énorme. Quel est l'organigramme de cette bâtisse? La bâtisse, on a un conseil qui est un peu ce qu'on pourrait appeler le bureau fédéral. Hein, c'est un peu la confédération de tout, parce que nous, on est beaucoup plus à long terme, c'est de construire un fédéralisme méditerranéen. Mais pour l'instant, il faut être extrêmement réaliste, il faut aller sur une conception dans un premier temps confédérale, des zones de libre-échange, donc trouver des relais concrets dans la société pour entreprendre. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de favoriser le business entre les gens, c'est de favoriser les échanges entre les gens. Parce que si vous arrivez à lier les économies, par l'économie, si vous arrivez à lier, je dirais, le ventre ou les ventres des gens par l'intérêt qui est l'économie, par le pain, ce lien devient très fort. Ce lien vous garantit, vous protège de tous les conflits possibles. C'est quelque chose que les Phéniciens nous ont montré, c'est quelque chose qu'on trouve comme étant la doctrine même de l'ONU, de la charte de l'ONU, le commerce comme socle de base, le libre-échange, etc. L'Europe d'aujourd'hui, on l'a construit sur quoi? On l'a construit sur, d'abord, des bases économiques. On a failli faire l'erreur, vous vous en souvenez, on a failli faire l'erreur en Europe de dire, dès qu'on a gagné le traité de Maastricht sur la communauté du charbon et de l'acier, tout de suite on s'est dit, tiens, chapeau, etc., on va faire la communauté européenne de défense. Ça a été un échec tout de suite.
Parce qu'on est passé de l'économie à la politique. Dès que vous touchez à la politique, les gens ne sont pas prêts. Donc, revenons à la vieille méthode marxiste, au niveau méthodologie, faisons d'abord la base, ce qu'on appelle l'infrastructure, pour qu'après, la superstructure se décidera toute seule. Une fois que vous avez donné de l'économie, du savoir, une certaine puissance, montré l'intérêt aux gens de faire de l'échange, de s'échanger, de lutter contre la faim, l'ignorance, etc. D'abord, vous barrez la route, je dirais, à toutes les formes de barbarie, de barbarisme, d'intégrisme, etc. C'est vraiment le vrai barrage, les vrais remparts, c'est le savoir et l'économie. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, nous sommes sur une chaîne tout de même qui est la chaîne de l'outre-mer. Vous allez me dire, qu'est-ce que vous aviez à faire l'outre-mer chez vous? Aujourd'hui, nous avons des choses très concrètes à proposer à l'outre-mer. La première chose, comme je vous disais, c'est pour moi l'outre-mer, qu'il s'agisse de l'océan Indien, du Pacifique, des Caraïbes, est un gâchis. C'est un véritable gâchis. La seule chose que je défends depuis très longtemps auprès de nos politiques, auprès de nos institutionnels, c'est de faire des Caraïbes et de faire de l'océan Indien deux grandes vitrines de la France. Pourquoi? Parce qu'à l'heure de la mondialisation, encore une fois, le monde bouge. Pourquoi voulez-vous des Chinois, des Indiens viennent à Paris? Ils peuvent venir juste dans l'océan Indien, à La Réunion, trouver tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils recherchent, toute la représentation des entreprises françaises et voire européennes. Et ils sont dans les Caraïbes également. Ils sont dans les Caraïbes également. Donc l'Amérique, les pays émergents, Amérique latine, le Mexique, le Canada, etc. Pourquoi venir? Le temps et de l'argent. C'est de l'argent, c'est monnaie. Et vous avez la Guadeloupe, vous avez la Martinique, vous avez Saint-Martin, vous avez des territoires français qui sont là-bas. Faisons une deuxième vitrine. Je suis en train de me battre là-dessus. Si ils n'arrivent pas à nous entendre, c'est pas compliqué. Moi, je trouverai les moyens pour en faire une vitrine méditerranéenne commerciale, je dis bien commerciale, dans les Caraïbes et une autre dans l'océan Indien. De quelle manière? C'est pas compliqué. Tous ces pays du pourtour de la Méditerranée sont aujourd'hui ravis de faire des échanges. Faisons une vitrine méditerranéenne là-bas. Cette Méditerranée, elle ne peut pas se développer sans l'apport de l'Amérique latine, sans l'apport des Américains, des Mexicains, des Canadiens. Ils seront ravis, très ravis, les moyens, etc. seront là pour essayer de montrer tout près les produits, parce qu'aujourd'hui, tous ces pays-là, vous le savez très bien, les études le montrent très bien, le pétrole, il peut tenir 30 ans, 40 ans maximum, après c'est la fin. Donc vous êtes obligé d'envisager votre développement, votre croissance en dehors des hydrocarbures. Donc il faut aller sur l'économie réelle. L'économie réelle, c'est la production. Et la production industrielle, nécessite des échanges. Surtout aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation. Et même chose du côté de l'océan Indien, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons passé des accords avec une grande société de ressources humaines, un peu, je ne vais pas dire parce que je ne suis pas là pour faire de la pub, une très grande société française qui dispose en France de 300 agences d'emploi. Nous avons négocié avec eux, non seulement d'accompagner les entreprises étrangères, internationales à l'étranger, mais aussi, on a discuté avec eux, négocié avec eux selon notre idéal, c'est aussi d'utiliser les jeunes, la force de travail qualifiée au niveau local, et de mettre en place des centres de formation d'une manière très appropriée pour ne pas à nouveau tomber dans cette massification de formation qui ne conduit à rien. Donc nous allons faire une gestion, une mobilité. Vous avez des contacts avec les assemblées qui managent un peu tout ça aujourd'hui? Parce que là, on ne parle plus de l'État, là. Nous n'avons pas, surtout, je viens de vous le dire, surtout pas. Oui. Surtout pas. J'ai des contacts à La Réunion avec des citoyens de La Réunion, j'ai des contacts avec des gens du Pacifique, j'ai des contacts avec des gens de la Guadeloupe, etc., sur lesquels on est en train de mettre des sociétés privées pour essayer de travailler dans ce sens. Si, maintenant, ces institutions considèrent ou jugent que notre travail est positif, va dans le bon sens, ils sont les bienvenus. Mais on ne peut en aucun cas dire aujourd'hui nous allons mener une politique de gauche de gestion de ressources humaines ou une politique de droite de ressources humaines. Un être humain est un être humain. Donc pour moi, il n'y a pas de gauche ou de droite lorsqu'il s'agit de donner du travail à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, notre vision, c'est d'abord une vision, je dirais, qui consiste à dire au pays du Sud, jouons gagnant-gagnant. Oui, mais jouons au gagnant-gagnant et aussi pouvoir aux citoyens. Je pense que... Non, vous appelez les citoyens à prendre le pouvoir. Ah oui, totalement. Très clairement.
très clairement, nous appelons le citoyen à prendre le pouvoir, mais pas, encore une fois, comme dirait l'autre. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kennedy, et ça c'est très connu. Toutes les violences pacifiques, si vous n'arrivez pas à les écouter, à les entendre, elles finissent toujours par devenir par des violences, je dirais par des révoltes violentes, par des contestations violentes. Donc il vaut mieux, aujourd'hui, essayer de canaliser ces violences qui sont tout à fait légitimes, qu'il s'agisse du logement, qu'il s'agisse de l'endroit, qu'il s'agisse d'une école, par ces sortes de formes de violence et de contestation. Parce on n'a pas réussi, ces politiques, ces institutions, à leur offrir un enseignement ou un cadre ou un environnement de qualité pour qu'ils puissent s'exprimer et s'épanouir. Donc aujourd'hui, nous, sans aucune prétention, d'un point de vue tout à fait réaliste, nous appuyons sur des éléments, sur des compétences locales. Et on dit, qu'est-ce qu'on fait ? On vous apporte ça, vous nous ouvrez ça. Prenez un exemple. Je prends les Caraïbes. Notre base, elle va être sur la Guadeloupe. On a 2 réseaux extraordinaires. On a tout le tourisme qu'il faut former. Je parle de ressources humaines. Et il y a du travail. Il y a du travail. Oui. Deuxième chose, on a la base qui est pas loin de Kourou, c'est-à-dire c'est au niveau de Guyane, qui a des besoins énormes en termes de ressources humaines. Donc si nous sommes aujourd'hui prêts à aller voir, ne serait-ce que sur ces 2 réseaux-là, on peut aller les voir pour leur dire, bon, de quoi avez-vous besoin ? Nous avons aujourd'hui une compagnie extrêmement puissante derrière nous qui nous accompagne là-dedans. Deuxième chose, là aussi encore une fois d'une manière toujours, ce travail citoyen. Nous avons des accords que je pourrais, ce dont je vous parle, je pourrais vous les inviter, on peut faire une conférence ici autour de votre table, pour la création de l'entreprise. Pareil, ils sont installés, ils ont leur banque, société, des amis, relations tout à fait, je dirais, amis et société civile. Ils ont leur banque en Suisse, d'un autre genre, pas les banques dont on parle aujourd'hui, du côté allemand, suisse allemande, d'une grande rigueur, d'une grande clarté, qui ont mis au point aujourd'hui un système de sauvetage de toutes les sociétés, de toutes les entreprises, que ce soit dans les DOM, que ce soit en France continent, enfin métropole, qui sont en situation de dépôt de bilan ou de cessation, ou de liquidation judiciaire. Cette société a passé des accords avec tous les tribunaux de commerce de France et de Navarre. Tous les mercredis, ils reçoivent le fichier. Ils reçoivent à peu près 2000 informations concernant des sociétés en liquidation ou en dépôt de bilan. Au début, on a commencé les négociations il y a 1 an. Je leur ai dit c'est excellent, mais malheureusement, les gens qui ont envie d'entreprendre aujourd'hui, on sera confronté à un problème qui est le problème financier. Comment leur donner un coup de main pour démarrer ? Et là, mes amis, ils ont travaillé depuis 1 an. Ils ont mis en place cette banque dont je parlais il y a un instant pour accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient reprendre un commerce, une brasserie, un hôtel, n'importe quelle affaire qui vient d'être déclarée en liquidation judiciaire ou en dépôt de bilan. C'est petit, mais c'est concret. Pourquoi eux donnent-ils cette seconde chance ? Ils donnent cette seconde chance parce que, quand je vous dis, on joue gagnant-gagnant. On joue gagnant-gagnant parce que eux, ils vont avoir 2 types de robinets. Vous avez les robinets publics, ils ont des spécialistes. Mais ils ont aussi cette banque à laquelle ils ont envie de lancer, qu'ils ont envie de mettre. C'est de bonne guerre. Ils ont envie de prendre leur part du marché. Et ils osent imaginer un développement différent de ce qui se fait jusqu'à présent. Ils osent définir un autre type de rapport avec le client. Donc, c'est peut-être la banque de demain qu'ils sont en train de dessiner. La banque qui ne travaille pas pour elle-même, mais la banque qui est au service du client. La banque qui est au service de l'investisseur, ce qui aurait dû toujours être. Voilà, donc ce sont quelques exemples que je suis en train de vous donner d'une manière tout à fait concrète. 2 autres exemples, toujours dans les Caraïbes. Vous savez très bien que le problème numéro 1, pourquoi je vous dis de manière très précise, c'est le problème très concret de quotidien des gens. C'est les bouteilles à gaz. Elles coûtent excessivement cher. On a discuté, on a rencontré du monde, etc. On s'est dit, bon, nous on a des relations. Toujours encore une fois le réseau. Alger est prêt. Le gaz algérien est prêt. On a rencontré les gens, ils sont prêts à nous livrer du gaz. Propane. Ou
On a rencontré un Premier ministre d'une île là-bas. Il me dit, je vous donne le port. J'ai essayé de faire du tourisme, mais je n'ai pas marché, mais maintenant prenez-le. On fait une usine de mise en bouteille. Aussi bien pour les ménages, les petites bouteilles, et les grandes pour les restaurants, etc. Ça donne quoi? Ça donne un coût divisé par deux, parce que le gaz aujourd'hui arrive des États-Unis, en bouteille, fait, etc., qui coûte excessivement cher. Ou bien reprendre le grand projet d'un pipe qui ferait toutes les îles et compagnie, qui est une folie, qui est son nom, à partir de la Barbade. Vous savez, donc c'est pour ça que je vous dis que quand on regarde tout ça, il y a des solutions. Et là, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? On a tout simplement trouvé ce Premier ministre, toujours par le réseau. On n'a ni politique ni rien. On va faire un projet privé qui va mettre des bouteilles et qui va les mettre à la disposition, à la portée de toutes les familles des Caraïbes. Dernier exemple, c'est autour du ciment. Autour du ciment, pareil, toujours, parce que c'est des choses, c'est un élément fondamental pour le bien-être des gens, pour construire, etc. Et puis on est sur les Caraïbes, donc il y a un environnement, il faut tenir compte, etc. Il faut un ciment spécial, ce qu'on appelle du CPA 35, etc. Mais bon, bref, le problème n'est pas là. C'est juste pour dire qu'on peut penser autrement. Au lieu tout le temps de dire on va acheter pour revendre, pourquoi on ne le fait pas sur place? Pourquoi on ne trouve pas des solutions intermédiaires? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution intermédiaire? On a contacté des copains, des amis dans nos réseaux du Portugal, parce que, j'ouvre une petite parenthèse, notre projet de la MEM comporte 27 pays, on travaille sur 27 pays, on a de fait mis dedans le Portugal et la Mauritanie, parce que nous considérons qu'ils sont naturellement de culture, je dirais, méditerranéenne. Mais géographiquement, ils n'ont pas de pied en Méditerranée, mais culturellement, ils le sont, et ils sont ravis, parce que nous avons des accords avec eux. Donc, je reviens dans mon projet. Donc, j'ai eu des amis qui sont très forts dans la construction, dans la production du ciment, qui sont des amis portugais, qui me disent, voilà, nous, on a ce qu'il faut pour mettre en place, dans un premier temps, une usine de conditionnement. Donc, on ramène du ciment en vrac, on a une chaîne pour produire des sacs, toutes les tailles, 20 kg, 30 kg, 50 kg, etc. Et on a la mise en place. Quel intérêt, ça? L'intérêt, c'est toujours aller mettre à la disposition, à la portée de la population, des produits fondamentaux, basiques, à des prix bas, très bas. Le ciment et le gaz. Encore une fois, je n'ai pas de programme. Moi, je rebondis à chaque fois sur les opportunités. Les gens viennent me voir et me disent, voilà, on a ça, qu'est-ce que tu en penses? Je fais tourner mon cerveau, je regarde, je consulte, etc. On a un réseau de société civile. Je n'ai pas à aller voir tel ministre ou tel préfet ou tel... J'attends personne, je vais voir les amis, je vais voir le réseau. Je dis, voilà, on a ça, qu'est-ce que vous en proposez? On schématise, etc. On finalise, on dit, voilà, on commence petit. On donne un exemple, c'est possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est de dire aux gens, dire aux citoyens, que ce soit dans les Caraïbes, que ce soit dans l'océan Indien. Justement, quel est le message? Le message, c'est que c'est possible. Il faut arrêter de tout attendre de l'État. Si l'État, dans notre pays, continue à tout faire, l'État, le pays va mourir. C'est le périssement du pays. On ne peut pas. Non seulement par rapport aux citoyens, mais même dans la conception de la décentralisation. L'État central jacobin, tel qu'il est conçu aujourd'hui tout à Paris, c'est la mort de la France. La décentralisation, il faut donner tous les moyens aux collectivités locales. Je parle de budget, ce n'est pas les compétences. Les compétences, c'est déjà fait. On s'est débarrassé de... Oui, mais c'est surtout le budget qui n'est pas donné. Voilà. Et ça donnera une autre vision, une autre culture. Vous savez, en France, qu'on en a besoin, finalement, c'est une véritable révolution culturelle. Cette révolution culturelle, c'est tout simplement montrer, finalement, que le livre que vous découvrirez tout à l'heure, il a porté là-dessus. C'est comment l'étatisme, depuis 3 siècles, depuis Colbert, est monté d'une manière progressive, et après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale surtout, c'est monté en puissance. En France, quasiment, Dieu, c'est l'État. Quand il pleut, on dit pourquoi? C'est la faute de l'État. Quand il y a trop de soleil, c'est la faute de l'État. Tout ce qui se passe, c'est la faute de l'État. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé le peuple. Le peuple français est élevé au biberon de l'État, de l'étatisme. En aucun moment, on leur a dit, écoutez, vous n'êtes pas un peuple de veaux, vous êtes des gens adultes, vous n'êtes pas des handicapés. C'est à vous-même de définir votre propre bonheur. Ça, c'est la conception anglo-saxonne.
c'est la conception un peu protestante des choses. C'est le sens de la responsabilité, le sens de la justice. Même quand on parle même de la fiscalité, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, moi j'y crois au détachement de l'Europe du Sud. Elle va se tourner vers l'Europe, vers la Méditerranée. Parce que le différentiel de développement est énorme entre le Nord et le Sud. On l'a vu à travers la fiscalité, on l'a vu à travers la transposition des lois européennes. Dans leurs lois, nous sommes les derniers. Quels sont les 2 pays qui sont désignés là, depuis dans l'application du traité de Lisbonne? Donc, vous savez, depuis le traité de Lisbonne, chaque État, à partir de 2015, chaque État doit remettre une copie à la Commission et au Parlement de son budget. Quels sont les 2 pays qui sont indisciplinés, qui ne respectent pas ces critères de convergence? Il y a déjà la France. La France et l'Italie. Oui. Nous sommes 2 pays. Ce sont 2 pays là. Ont-ils raison ou pas? Écoutez, vous savez, quand vous passez un contrat avec quelqu'un, soit vous le respectez, soit vous le quittez. Vous ne pouvez pas prendre le beurre et l'argent du beurre. Surtout lorsqu'on se prétend être un pilier avec l'Allemagne de la construction européenne. Donc soit on est le pilier, on donne l'exemple. D'abord au niveau symbolique, d'abord au niveau d'engagement, d'abord au niveau de la parole donnée, et puis ensuite dans l'intérêt du pays. Je pense que quand même, aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que vos auditeurs sont au courant, la France, on a 2000 milliards de dettes. 2000 milliards de dettes, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, chaque enfant qui naît sur le territoire français, y compris des DOM, chaque enfant qui naît aujourd'hui, il démarre sa vie avec 25 000 euros de dettes sur le dos. C'est insupportable. Donc vous savez, c'est pas uniquement pour dire, voilà, il faut être discipliné ou pas, il faut être accepté. Non, je dis simplement, c'est d'abord et avant tout dans l'intérêt. Alors, je note que vous avez des solutions. J'ai envie de vous dire aussi, et j'aurais dû commencer par là, vous êtes vraiment politiquement incorrect. Politiquement incorrect. Oui, vous savez, je suis politiquement incorrect. On a l'habitude de vous le dire. Oui, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'ai toujours d'abord refusé de rentrer dans un parti politique, malgré les sollicitations. Je peux même vous faire une confidence. Même sous le gouvernement de Rocard, on m'a fait plusieurs propositions. Même dans le gouvernement, j'ai refusé. J'ai refusé parce que vous savez très bien, lorsqu'on veut tuer une idée, lorsqu'on veut tuer un mouvement, il suffit juste de prendre le chef et on le met. Regardez ce fameux mouvement SOS Racisme. Une machine, chaque fois qu'il y a quelque chose, on le prend au Parti Socialiste, on lui confie un petit bijou, un petit gadget, il est tranquille, etc. C'est la mort, c'est fini, vous n'avez plus de crédibilité, aucune crédibilité. Si vous voulez garder votre indépendance, le combat pour une justice, le combat pour un projet de société, le combat, c'est une question de foi, c'est une question de conviction, c'est pas une question d'idéologie. L'idéologie ne mène pas à grand... Parce qu'à un moment ou à un autre, on découvre la vérité. Pourquoi? Parce que l'idéologie est une émanation de l'homme. Donc forcément, c'est une conception. Or, lorsque vous raisonnez d'un point de vue théorique, lorsque vous raisonnez en toute liberté, la liberté n'est pas une idéologie. La liberté est une conception du droit. La liberté est une conception de la vie, de responsabilité. Vous responsabilisez les gens. Vous dites aux gens, prenez vos responsabilités. C'est pas à moi, au nom de qui et de quoi, de vous dicter de faire ça ou ça. Cette politique, on la retrouve partout. Vous reprenez par exemple le travail du dimanche. Au nom de qui et de quoi, je vais dire aux Français, vous devez fermer le dimanche. Nous sommes au XXIe siècle. Qu'on le fasse au XVIIIe, au XIXe, pourquoi pas? Il y a une phase d'éducation, mais on est au XXIe siècle. Que ce soit le consommateur, il sait, il n'est pas fou. Que ce soit la personne qui travaille, il est libre. Et je peux démultiplier ça par plusieurs. Pourquoi? Parce qu'on continue à considérer, nous sommes un des rares pays au monde, à considérer que le peuple français est un peuple d'handicapés, est un peuple de veaux, et donc il faut continuer à le guider. Hein, c'est le berger et les moutons. Mais je crois que nous arrivons maintenant à une heure très importante, à un tournant très important de l'histoire de la France. Cette histoire, c'est l'Europe. C'est ce rendez-vous avec l'Europe. Vous avez vu, déjà, il commence à nous taper sur les doigts sur cette histoire de budget. Macron, le ministre actuel, qui est quand même extraordinaire, de gauche, etc., qui avance des solutions qui sont dignes de n'importe quel libéral. Donc, on n'a plus le choix, on est obligé de forcer. Donc finalement, c'est un pays en France qu'on ne peut pas réformer de l'intérieur. Parce que l'intérieur,
On dit toujours, même vous-même, vous avez tendance à dire les politiques. Ce n'est pas les politiques. La France n'est pas malade de ses politiques. La France, elle est malade de ses hauts responsables au niveau de l'administration. C'est l'administration, c'est les hauts responsables d'administration, à Bercy, partout, à l'agriculture, partout. Et il faut en sortir. Il faut en sortir. Vous savez, quand on dit vous prenez, je vous donne vraiment un exemple extrême. Vous prenez l'Iran. Il y a un régime. C'est barbare, c'est insupportable, c'est affreux, etc. Mais peut-être, si vous discutez avec le président iranien, vous trouverez beaucoup d'ouverture et de tolérance sur beaucoup de choses. Mais en revanche, ceux qui sont censés le représenter, ce qu'on appelle les mollahs, c'est là où il y a, je dirais, un excès de pouvoir. Mais aussi, c'est leur pouvoir. Et chez nous, c'est pareil. Quand vous trouvez des hauts administrateurs, dire au niveau fiscal, au niveau de Bercy, au niveau de l'agriculture, au niveau des sports, partout, c'est eux. Vous soyez ministre, parti politique, vous signez des décrets, vous signez ce que vous voulez, mais il faut les appliquer. S'ils ne sont pas appliqués, qu'est-ce qui est appliqué? C'est la haute administration. Oh, la haute administration, quand elle vous dit ça passe pas, ça passera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive dans les années proches, vraiment proches, en France, à désigner quel est le vrai coupable, quel est le vrai responsable. Et là qu'il faut commencer à faire les réformes. On commence à parler, on commence à réformer. Déjà, on a fait une grande réforme. On est passé de 22 régions à 12. Moi, j'aurais souhaité qu'on passe à 8. Ça aurait beaucoup plus de sens aujourd'hui par rapport à la mondialisation. Demain, on parle de la disparition du Sénat. Je le souhaite vivement parce qu'il ne sert à rien. C'est autant de choses qu'on peut récupérer. Il suffit que nous avons un Conseil constitutionnel, il faut juste lui donner des moyens. Nous sommes au XXIe siècle. On n'a pas besoin du Sénat, il ne sert à rien. C'est quoi le Sénat? C'est pour vérifier est-ce que les lois sont constitutionnelles ou pas. Un bon Conseil constitutionnel doté d'une vingtaine de bons juges, vraiment impartiaux, etc., ils feront le travail. C'est tout. Et les départements, ça n'a pas de sens. C'est un millefeuille qu'il faut casser. Donc il faut avoir le courage. Tout ça, c'est quoi? C'est pas l'intérêt de la France si on maintient cette situation. C'est juste les privilèges d'un certain nombre de notables qui sont partout et qui se tiennent entre eux, gauche-droite. Merci à Areskine Dahmani d'avoir apporté toutes ces précisions, mais je sais déjà que c'est une conversation que nous poursuivrons. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.